Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur votre chaîne de référence Antenne A. Plus de 50 pays prendront part le mercredi 4 février 2026 au sommet stratégique à Washington sur la sécurisation de métaux critiques, un enjeu capital pour la République démocratique du Congo, un acteur incontournable de la transition mondiale, sommet auquel la République démocratique du Congo sera représentée par son ministre des Mines, M. Louis Watum Kabamba, qui était ensemble avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la veille aux Émirats arabes unis, pour sceller un accord de partenariat économique global avant de s'envoler pour les États-Unis d'Amérique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a scellé avec son homologue des Émirats arabes unis, Mohamed bin Zayden, un accord de partenariat économique global. Dans ces reportages de Pascal Lokolo, suivez-en le point focaux. Le président Félix Tshisekedi a signé un accord de partenariat économique et global avec les Émirats arabes unis à Abu Dhabi le 2 février 2026. L'accord porte sur 3 axes majeurs, dont le commerce et investissement, ouverture du marché émirat à 6 000 produits congolais, objectif de doubler les investissements pour atteindre 10 milliards de dollars américains d'ici 2030. Infrastructure, construction de pots à eau profonde des bananas, comprenant un quai de 600 mètres, une zone de stockage de 30 hectares, une capacité d'environ 450 000 conteneurs. Mines et diplomatie, renforcement de la traçabilité des minéraux et sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Collaboration entre l'Académie diplomatique de la RDC et l'Académie diplomatique Anouar Gargache des Émirats arabes unis. Partage des connaissances, coordination des programmes de formation et de recherche. Cet accord vise à promouvoir la transformation locale, la diversification économique et le développement durable de la République démocratique du Congo. Et au niveau du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa, en tournée dans la province de la Mongala, a fait étape à Bumba où elle a annoncé, bien sûr, des mesures urgentes contre l'érosion et pris des engagements forts en faveur des infrastructures et services sociaux. Une visite de terrain placée sous le signe des développements urbains et de l'amélioration de conditions de vie de la population. Suivez ces reportages de Manti Kouyala. Après Lissala et Bongandanga, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a poursuivi ce lundi sa tournée dans la province de la Mongala par une étape stratégique à Bumba, importante ville portuaire du nord de la RDC. Accueillie dans une ambiance populaire à l'aérodrome, la chef du gouvernement a reçu l'hospitalité des autorités provinciales, des notables, une foule enthousiaste venue témoigner son adhésion à l'action gouvernementale. Sur le terrain, la première ministre a inspecté les berges du fleuve Congo, fortement menacées par l'érosion face à l'urgence. Elle a annoncé le lancement imminent des travaux de protection anti-érosifs afin de sécuriser les habitations riveraines et les bâtiments administratifs exposés. Judith Suminwa Tuluka a également pris des engagements forts pour le développement de Bumba, notamment la modernisation des 6 ponts et la mise en place pour la première fois d'un réseau de voiries entièrement asphalté. Abordant les préoccupations sociales, elle a rassuré sur la prise en charge des arriérés des retraités, des fonctionnaires et des enseignants, tout en exigeant une amélioration urgente de la couverture téléphonique et de l'électricité. Ces déplacements s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme gouvernemental axé sur l'aménagement du territoire et l'amélioration des conditions de vie des populations, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Quittons la primature pour aller dans les secteurs de l'économie où la mission économique RDC Afrique du Sud s'est ouverte le lundi à Kinshasa sous les signes de l'industrialisation et des investissements structurants. Pendant 5 jours, décideurs publics et acteurs économiques des 2 pays vont devoir explorer des partenariats concrets dans le secteur plutôt clé afin de transformer les opportunités en projets industriels durables au service du développement et de la création de l'emploi. Encore une fois, un reportage signé de Manti Kouyala.
Explorer, identifier, investir, c'est sous cette trilogie stratégique que s'est ouvert ce lundi 2 février 2026 à l'hôtel du fleuve Congo, la mission économique RDC Afrique du Sud, une plateforme de haut niveau dédiée à la transformation des opportunités en projets industriels concrets. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, représentant personnel de la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Ces assises se tiennent du 2 au 6 février à Kinshasa. Co-organisées par les fonds de promotion de l'industrie de la RDC et des départements of Trade Industry and Competition de l'Afrique du Sud, cette mission économique traduit la volonté commune de deux pays de renforcer leur coopération industrielle et de faire émerger des investissements structurants et durables. Le directeur général de FPI a circonscrit les ambitions de cette rencontre, appelant à des partenariats formalisés, des projets identifiés et de feuilles de route claires au service de la transformation locale, de la création d'emplois pour la jeunesse et du renforcement de la résilience économique de la RDC. Axée sur l'industrialisation et la facilité des affaires, cette mission met en lumière plusieurs secteurs clés, notamment l'agro-industrie, la pharmacie, les infrastructures, les mines et les énergies, autant de domaines porteurs pour une croissance partagée entre Kinshasa et Pretoria. Prenons la parole au nom de la première ministre en mission. Le vice-premier ministre Guy Kabombo Mwadianvita a salué la nouvelle dynamique impulsée par la FPI, désormais résolument tournée vers des projets structurants et à fort impact économique. La cérémonie d'ouverture a connu la participation de plusieurs autorités politiques, économiques et diplomatiques, dont le ministre de l'Entrepreneuriat, les ministres sud-africains du Commerce et de l'Industrie et de la Concurrence, l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, ainsi que les responsables de la NAPI et des FEC et du DTIC. À travers cette mission économique, la RDC et l'Afrique du Sud réaffirment leur ambition commune: faire de la coopération régionale un levier concret d'industrialisation et de prospérité partagée. Opération Soukola 2, Sud Kivu, unième victoire des FARDC sur les coalitions rebelles, a été enregistrée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les forces loyalistes ont infligé d'énormes pertes aussi bien en vies humaines qu'en matériel à l'ennemi. RDF M23 AFC. Pascal Kolo nous en dit plus. Les bilans est de 34 RDF neutralisés, 12 éléments Tingwaneo et Ngumino capturés dans les hauts plateaux de Fizi. Parmi les éléments RDF neutralisés figure un jeune de 23 ans au nom d'Amazina Sengiaremeye Théobar, né à Bougarama. Il y a également 14 éléments appartenant aux rebelles Tiranero et Red Tabara. Outre ces terroristes neutralisés, plusieurs effets militaires et armées ont été récupérés par l'armée républicaine, dont des AK-47, PKM, SPG-9 et RPG-7. Dans les mêmes registres, 0,2 bombes grenades, 0,4 boxes de munitions de l'arme de type 12, 7 mm, 0,3 bombes SPG-9 et plusieurs munitions de type PKM ont été également récupérées. Déterminés d'en finir avec cette coalition, les commandants à d'intérim du secteur opérationnel Soukola Sud Kivu, le colonel Apoko Bongala Michel, a rappelé à ces vaillants combattants des FARDC leur mission principale. Il les a exhortés à se doter des morales d'acier afin de tenir ferme face à cette agression barbare, injuste et sécuriser nos populations. La haute cour militaire siégeant au degré d'appel a rendu le lundi 2 février 2026 son arrêt dans l'affaire de la chute de Bunagana, dans lequel le colonel Jean-Marie Diandia et René Lobo sont accusés d'être les auteurs et l'a condamné chacun de prévenir à 5 ans de servitude pénale principale avec de larges circonstances atténuantes étant de père de famille. Ce reportage est signé Sylvain Kapombo Bosengele. Condamné au premier degré à la servitude pénale à perpétuité par la Cour militaire du Nord Kivu pour abstention volontaire d'attaquer ou de combattre les M23, favorisant ainsi la chute de Bunagana, deux officiers de FARDC, en l'occurrence le colonel Jean-Marie Ndiandia et le colonel René Lobo, respectivement commandant 34e régiment d'infanterie à Bunagana Centre depuis 2022 et commandant 33e régiment d'infanterie depuis le 16 mai 2022,
ont vu leur peine être réduite au degré d'appel par la Haute Cour militaire. Lundi 2 février 2026, la Haute Cour militaire a dans son arrêt définitif retenu en leur faveur de larges circonstances atténuantes et a condamné chacun des prévenus à 5 ans de servitude pénale principale. Il les appelle de prévenir Ndiada Wandiada, Jean-Marie Lompo, Kamouanda, désiré recevoir et partiellement fondé. Il appelle du ministère public recevable et partiellement fondé. Il établit en fait et en droit l'infraction d'abstention volontaire d'attaquer ou de combattre l'ennemi mis à leur charge. Statuant de nouveau, confirme l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le temps de la peine. Accorde aux deux prévenus de larges circonstances atténuantes tenant aux éléments ci-dessus cités. Et condamne chacun à 5 ans de servitude pénale principale. Fixe le frais de 2 instances à 500 000 francs congolais pour chaque prévenu, payable dans le délai de 8 jours ou à 3 mois de contrainte par corps à défaut de paiement dans ces délais. La lecture de l'arrêt de la Haute Cour militaire donnée par le conseiller rapporteur, le colonel magistrat Cyprien Karenzi, renseigne que c'est depuis le mois d'octobre 2022 que ces 2 officiers précités avaient été arrêtés et déférés devant la Cour militaire du Nord Kivu, accusés d'être les auteurs de la chute de Bunagana. Les ministères publics les poursuivaient pour les infractions des fuites devant l'ennemi, abandon des armes et munitions de guerre, violation des consignes et détournement des fonds alloués aux opérations militaires. Signalons tout de même que les 2 condamnés, le colonel Jean-Marie Ndiandia et le colonel René Lobo, ont déjà purgé 90% de la peine de 5 ans prononcée contre eux par la Haute Cour militaire. Changeons de chapitre, mesdames et messieurs, pour parler des habitants de la commune de Limete, plus précisément ceux du quartier industriel, ont vécu le lundi 2 février 2026 une nuit cauchemardesque marquée par un incendie meurtrier. Les bilans pas encore établis, cependant, certains témoignages recueillis par Fofana Mukubi font craindre le pire. Suivez. Un dépôt de carburant diesel appartenant à des individus a pris fin lundi 2 février dernier aux alentours de 18h à proximité des installations de l'ONATRA à la 7e rue quartier industriel dans la commune de Limete. Selon les personnes rencontrées sur place, les dégâts matériels sont énormes. Ils citent plus de 50 hangars et quelques maisons d'habitation consumées sous l'œil impuissant de la population. En tout cas, nous étions surpris de voir l'incendie prendre des dépôts ici. Il y a 2 grands dépôts à carburant près de chez nous. Tous les 2 se sont enflammés du coup. Et on ne peut pas toujours comprendre d'où est né l'incendie. Voilà ma maison sous l'incendie. J'ai perdu tous mes biens. Aujourd'hui, je ne mangerai rien. Je lavais cet enfant. Après l'avoir lavé, je m'apprêtais à prendre moi aussi un bain. Quand soudain, j'ai entendu le son d'un éclat de ce côté-là. Puis s'en est suivi un incendie terrible plus que ce que vous voyez maintenant. Cela a commencé depuis 18h. On a fait appel au camion anti-incendie, mais malheureusement, aucun n'a répondu positivement. Les faits tourbillonnants nous ont en cesse de cela. Livrer les mêmes témoins de l'événement n'a été maîtrisé que 2 heures après, à 20h, par une équipe de 4 camions anti-incendie. Aucune perte en vie humaine n'a été constatée ni épinglée dans le bilan final. Ces incendies deviennent de plus en plus fréquents à Kinshasa et l'on se demande si du côté des autorités de la ville, il n'existe pas toujours des politiques adéquates à ces différentes situations qui d'ailleurs sporadiques font perdre beaucoup de choses à cette population qui vit déjà misérablement. Toute proposition sérieuse, estiment encore certains observateurs, devrait ne pas passer outre l'idée d'un éloignement des installations de carburant, notamment les stations-service, par rapport au domaine de la population pour assurer sa sécurité.
Tout à fait autre chose à présent, les agents de l'agence congolaise de presse dénoncent les déblocages à la direction de la paix. Leur intersyndicale a exprimé sa profonde inquiétude le lundi 2 février 2026 face à ce qu'elle qualifie de non-respect de la décision du vice-premier ministre et ministre en charge du budget relatif à l'application du barème salarial de 2020 attendu depuis le mois d'octobre 2026 par la direction de la paix. Suivez. Il était pour nous un devoir d'informer tous les agents et cadres de l'ACP par rapport à l'évolution de la promesse qui nous a été faite par son Excellence le vice-premier ministre Adolphe Muzito. Donc, depuis le 17 octobre, il était prévu que l'ACP puisse bénéficier de son barème. Étant donné qu'on avait un crédit dans le budget exercice 2025, et le Premier ministre avait demandé qu'on puisse nous payer. Le directeur de la direction de la paix à l'époque, il a dit au vice-premier ministre, oui, dans ces cas-là, comme on a déjà exécuté la paix, on pourra procéder cela à travers une paix complémentaire. Et vrai, on a évolué. Malheureusement, le directeur, il y a eu une nouvelle mise en place au niveau de leur ministère. Il y a eu un nouveau directeur de la paix. Et le travail avait déjà commencé jusqu'à telle enseigne qu'on a même imprimé le pré-listing. Tout a été déjà fait. Mais il y a un blocage. Bonne nouvelle aux internautes, les ingénieurs et techniciens ont lancé, c'est mardi 3 février 2026, les travaux visant au rétablissement de la connexion Internet affectée il y a plusieurs semaines sur la ligne WAX qui relie l'Europe au continent africain. Suivez ces reportages de Gériane Bikindou. Dans ses communiqués parvenus à la rédaction d'Antenne A Télévision, l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, tout en insistant sur le fait que le perturbation de services Internet précédemment évoqué tenait à une panne sur les câbles sous-marins WAX à l'ouest de la République démocratique du Congo. Annoncé pour le mercredi 3 février 2026, les débuts des travaux qui concluront à une solution souhaitée et espérée par tous, le rétablissement du service. Cela fait plus d'un mois depuis que d'importantes perturbations des services Internet se sont manifestées. Les artères vitales du réseau mondial affectées n'assurent toujours pas une bonne couverture Internet. Ces dysfonctionnements fonction d'une défaillance sur la liaison internationale sous-marine à fibre optique West African Cable System, WAX en sigle, étant l'un des principaux câbles reliant l'Europe à la côte ouest de l'Afrique, continue de s'aimer inquiétude et désarroi dans les chefs de la population congolaise dont le temps est beaucoup plus consacré à l'utilisation du service Internet. Cette nouvelle à la recherche sérieuse de causes potentielles de perturbations précitées fera énormément du bien à tous. Ainsi, la journée du 3 février, certes, promet, apaise et assure, mais il faudra que les efforts qui en découleront soient efficacement consentis de manière à ce que l'on enregistre plus de difficultés à court terme. Et terminons ce journal avec l'unité fraternelle pour le développement qui a marqué d'une pierre blanche la cérémonie de ses vœux annuels. Cette structure sociale en a également profité pour rendre un hommage au Sphinx délimité qu'elle présente comme l'un de mentors les ayant plus marqués. Suivez cela avec Fofana Mkoubi. Dans le but de renforcer leur unité, solidarité et engagement au service de l'association sans but lucratif dénommée Unité fraternelle pour le développement, IFD en sigle, les membres de l'ASBEL précité se sont retrouvés le 30 janvier 2026 autour de Bijou Chibanda, président national. C'était à l'espace Emel dans la commune de Limité. L'accueil de participants suivi du message de vœux, perspective d'avenir et échange de vœux ainsi qu'un gentil cocktail qui ont également marqué ces retrouvailles, ont permis à chacun des membres de bien intérioriser les thèmes unité, engagement et renouveau pour un développement solidaire abordé tout au long des échanges. L'événement qui les a rassemblés avait un sens logique. Ça m'a fait du bien
parce que ça tombait les jours de commémoration des 9 ans de notre grand leader, Etienne Tshisekedi, notre papa, notre modèle. J'en profite pour dire que nous étions de cœur avec la commémoration des 9 ans de notre papa. Et puis, IFD a profité aussi de faire l'échange de vœux à propos de son anniversaire aussi, je pense, de 3 ans. Ça tombait juste, comme je viens de le dire, avec la commémoration de notre grand leader, Etienne Tshisekedi Ouamoulou. Ainsi, a-t-il ajouté que les portes de l'ASBEL seront toujours ouvertes à qui veut y aller. Il y a toujours des messages à donner. C'est parce que l'IFD, c'est l'ASBEL qui vient même pas de naître, mais nous avons déjà 3 ans. Nous avons besoin de membres, quelle que soit tribu, quelle que soit province, de venir adhérer dans notre association ASBEL pour œuvrer ensemble. Dans un contexte de réorganisation, ces moments ont été pour eux bien plus que symboliques. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne de référence Antenne A. Au revoir. Les familles Tumba, Tambouy, Mbouyi, Bouakoui-Dikija, Mutombo, Nkole et Mouteba ont la profonde douleur d'annoncer aux membres des familles, aux amis et connaissances la mort tragique de leur fils, oncle, cousin et neveu, Fredin Tumba Bouakoui-Dikija, connu sous le surnom Alfred, interprète d'anglais en français dans une société chinoise GIC dans la commune de Lanceli. Et c'est survenu le 29 janvier 2026 à 3 h du matin, tout près de la rivière Luangwa, du côté Kassai, des suites d'un assassinat, alors qu'il était en mission de service à Kikwit. En attendant le programme des obsèques, le deuil est observé en la résidence familiale, 6 avenue Africain 2, numéro 39, quartier 12, dans la commune de Njili, arrêt Bitabé, référence Maison Winner. Vu les circonstances troublantes de ces drames, les familles des illustres disparus demandent que justice soit rendue pour Alfred Tumba et que son âme repose en paix. Les familles